Bienvenue à la conférence de presse de la commissaire du développement durable, Mme Jannick Lambert, à l'occasion du dépôt de son rapport pour l'année 2025-2026. La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats des travaux que nous avons accomplis au cours des derniers mois. Il s'agit de 3 audits de performance et d'un bilan concernant les 20 ans d'application de la loi sur le développement durable. Je suis accompagnée de Mme Moisette Fortin, directrice générale d'Audi, et de Mme Sarah Leclerc, directrice d'Audi. Commençons par la présentation du bilan que je dresse des 20 ans de la loi sur le développement durable. En avril 2026, la loi a eu 20 ans. Nous avons saisi cette occasion pour porter un regard sur son application par les ministères et organismes. Je souhaite vous faire part de certaines de mes préoccupations à cet égard. D'abord, en ce qui concerne la reddition de comptes de 2 rapports clés n'ont pas été produits par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, alors qu'ils étaient requis à un moment précis, en vertu de la loi, et devaient être déposés à l'Assemblée nationale. Cela ne favorise pas la transparence et ne permet pas d'évaluer globalement dans quelle mesure le gouvernement a respecté ses engagements, notamment dans le cadre de la stratégie de développement durable. Ensuite, en ce qui a trait à la gouvernance de la démarche de développement durable, nous avons mentionné dans plusieurs de nos publications des lacunes importantes quant au fonctionnement des comités des hauts dirigeants qui doivent assurer la concertation et la coordination de l'action gouvernementale en développement durable. Pourtant, les membres de ces comités devraient être les premiers à se sentir concernés par cette démarche. Par ailleurs, en décembre dernier, le ministère de l'Environnement a informé les ministères et organismes d'allègements administratifs quant à l'application de la loi. L'entrée en vigueur de ces modifications était immédiate, alors qu'elles vont à l'encontre des exigences gouvernementales en vigueur jusqu'en 2028. Je suis d'avis que cette réduction des exigences pourrait inciter les ministères et organismes à diminuer leurs efforts, d'où le risque d'un recul dans l'application de la loi. Enfin, les ministères et organismes devront consentir des efforts plus soutenus pour accélérer l'intégration du développement durable dans leur processus décisionnel et leur gestion opérationnelle. À cet égard, un engagement plus fort des hauts dirigeants est nécessaire puisqu'ils sont les premiers responsables de la démarche gouvernementale de développement durable et qu'ils sont imputables devant l'Assemblée nationale. Maintenant, nous passons aux audits. Le premier porte sur l'efficacité de la révision de la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Le ministère de l'Environnement est responsable de la mise en œuvre de ce plan. Pour ce faire, il révise annuellement une centaine d'actions qui sont financées en grande partie par le Fonds d'électrification et des changements climatiques, le FEC. Ce sont plus de 5,6 milliards de dollars provenant du FEC qui ont servi à la mise en œuvre du plan pour une économie verte 2030 pour la période de 2021 à 2025 et des dépenses de plus de 9,5 milliards de dollars sont prévues d'ici 2030. Nous avons fait 2 constats. Le premier est que le ministère de l'Environnement n'a pas déterminé tous les éléments essentiels pour planifier efficacement la mise en œuvre du plan pour une économie verte 2030. Il manque notamment des jalons permettant d'évaluer si les progrès attendus se concrétisent. Dans le cas des 20 objectifs pour lesquels il n'y a pas de cible gouvernementale, le ministère n'a fixé aucun jalon pour planifier l'action climatique afin de la faire progresser en cohérence avec ses objectifs. Dans le cas des 10 autres objectifs pour lesquels le gouvernement a fixé 24 cibles qui arriveront en quasi-totalité à échéance en 2030 ou plus tard, le ministère n'a non plus fixé de jalon pour suivre la progression de l'action climatique et effectuer au besoin des ajustements en temps opportun. Notre deuxième constat est que le ministère laisse peu de traces écrites pour justifier les décisions prises lors de la révision de la mise en œuvre du plan pour une économie verte 2030, ce qui ne permet pas d'apprécier les choix effectués. Par exemple, nous avons sélectionné 18 actions pour lesquelles 2,8 milliards de dollars provenant du FEC ont été alloués de 2021 à 2025 et nous n'avons retracé aucune documentation montrant l'analyse de 88 % des critères que le ministère utilise pour évaluer
et sélectionner les actions à recommander au gouvernement. Pourtant, une documentation de qualité permettrait non seulement de justifier les décisions prises et d'apprécier les choix effectués, mais également de favoriser la transparence de ces décisions et d'améliorer l'efficacité opérationnelle du ministère, notamment en conservant la mémoire organisationnelle et en évitant la duplication des efforts pour retrouver l'information. Notre deuxième audit porte sur le développement responsable des minéraux critiques et stratégiques. La demande mondiale pour les minéraux critiques et stratégiques, qui sont essentiels, par exemple, pour la transition énergétique, est en augmentation. Afin de favoriser le développement de chaînes de valeur de ces minéraux, le gouvernement a adopté le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025. Il en a confié la coordination au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. De plus, l'intérêt croissant pour ces minéraux a engendré une augmentation de l'activité minière au Québec, ce qui suscite des enjeux d'acceptabilité sociale. Nous avons formulé 4 constats. Le premier constat est que les interventions du ministère des Ressources naturelles n'appuient pas suffisamment le développement de chaînes de valeur de minéraux critiques et stratégiques et ne soutiennent pas efficacement leur développement responsable. Il n'a pas déterminé les chaînes de valeur qui présentent les meilleures perspectives de développement économique, sauf celle de la filière batterie, déjà ciblée par le gouvernement. Des actions importantes, comme celles qui visent l'économie circulaire, n'ont pas été réalisées. Le deuxième constat est que le ministère ne s'est pas doté d'un processus efficace afin que ses recommandations concernant les projets miniers qui font l'objet de demandes d'investissement au Fonds capital ressources naturelles et énergie reflètent adéquatement les risques de ces projets. Pourtant, ces recommandations ont appuyé des investissements importants provenant du Fonds depuis 2020, soit des investissements de plus de 1 milliard de dollars. Nous avons d'ailleurs relevé une situation qui démontre l'importance pour le ministère de bien encadrer ce processus. Le troisième constat est que le ministère des Ressources naturelles n'exerce pas efficacement des responsabilités qu'il a concernant les activités d'exploration minière de façon à favoriser l'acceptabilité sociale de ces activités. Il ne prend pas en compte des préoccupations fréquemment exprimées par les collectivités, par exemple de nature environnementale, lors de la délivrance d'autorisation, alors qu'il était prévu qu'il en tienne compte. Il effectue très peu de surveillance des travaux d'exploration minière pour s'assurer du respect des obligations prévues dans la loi sur les mines et il n'a pas adapté son accompagnement des municipalités au contexte de l'augmentation des activités minières. En quatrième lieu, nous avons constaté que le délai légal pour la révision de plans de réaménagement et de restauration n'est pas respecté, ce qui accroît le risque pour le gouvernement de devoir assumer des coûts supplémentaires liés à la restauration de sites miniers. Le troisième audit porte sur l'aide et le soutien que reçoivent les municipalités de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour assurer la pérennité des infrastructures d'eau. Nous avons fait 3 constats. Au Québec, environ 100 000 km de conduites et 10 000 installations sont sous la responsabilité des municipalités. Ces infrastructures d'eau sont vieillissantes et elles doivent faire l'objet d'investissements importants afin que leur pérennité puisse être assurée. Plus de 10 % de ces infrastructures sont à risque de défaillance élevée ou très élevée, ce qui représente une valeur de remplacement de plus de 19 milliards de dollars. Dans ce contexte, le ministère doit aider et soutenir les municipalités en mettant en œuvre les actions nécessaires pour leur permettre de gérer leur infrastructure d'eau de façon optimale et durable. Notre premier constat est que l'encadrement est insuffisant pour amener les municipalités à assumer efficacement leurs responsabilités à cet égard. Par exemple, les municipalités n'ont pas reçu d'orientation claire du ministère des Affaires municipales quant au niveau d'investissement à réaliser pour le maintien de leur activité en infrastructure d'eau et le rattrapage du déficit d'entretien de ces actifs. Notre deuxième constat est que dans un contexte où les demandes d'aide sont importantes, l'absence de critères de sélection clairs dans le programme d'infrastructure municipale d'eau, le Primo 2023, ne donne pas l'assurance que les projets choisis sont les plus pertinents et rend la planification des investissements difficile pour les municipalités. De plus, lors d'un exercice de priorisation des demandes, le ministère a déterminé 74 projets prioritaires,
Cependant, l'absence de justification documentée de ces décisions ne nous a pas permis d'évaluer la qualité de cet exercice. Notre troisième constat est que les actions du ministère des Affaires municipales pour prendre en compte les changements climatiques dans le cadre du Primo 2023 sont insuffisantes pour renforcer la capacité d'adaptation et la résilience des infrastructures municipales d'eau. C'est ici que s'achève ma présentation du rapport. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions.